À l'occasion du colloque Changement climatique, quelles conséquences et quelles stratégies d'adaptation pour les grandes cultures, Jean-Marc Demier présente d'une part les évolutions des pratiques culturales, d'autre part les évolutions des travaux menés par les instituts. Je vais continuer pour vous montrer un petit peu les évolutions actuellement donc en cours depuis quelques années. Alors déjà au niveau des assolements, j'ai pris l'exemple de Poitou-Charentes où je vous montre là l'évolution des surfaces des cultures depuis de 1994 à 2012 à 2011 dans une région qui est fortement impactée par la ressource en eau, qui subit de nombreuses baisses depuis quelques années. On aurait pu s'attendre effectivement à ce que le maïs qui est marqué en bleu sur ma diapo baisse beaucoup. Ce n'est pas trop le cas. Il y a des fluctuations mais ça ne baisse pas beaucoup. On remarque effectivement que le sorgho qui est en bas, là, qui a peu de surface, ne bouge pas beaucoup non plus. Et puis donc on note peut-être une augmentation légère des cultures d'hiver, blé tendre, blé dur, surtout blé dur depuis l'année 2006, là. Mais on n'a pas de révolution, de rupture en tous les cas en termes d'assolement, dans une région pourtant confrontée depuis 2005 en particulier à des baisses de ressources conséquentes. Pourtant, ces problèmes d'assolement, qui est une variable d'ajustement, comme disait Philippe, importante dans le cas de baisse des ressources en eau, intéresse les gens et il y a de nombreuses études qui s'y intéressent, en particulier en bas à droite, l'étude qui a été conduite en 2010-2011 sur le bassin de la Tour-Garonne pour chiffrer l'impact de la réforme des volumes prélevables. Donc toutes ces études économiques, technico-économiques, elles ont pour hypothèse au départ, avant de passer à l'économie, à des hypothèses techniques de réponse à l'eau des cultures. Or, il y a un travail conséquent qui continue maintenant, mais depuis quelques années, sur la mise à jour des réponses à l'eau des différentes espèces par rapport donc à la sécheresse. Vous avez en ordonnée donc la baisse relative de rendement par rapport en abscisse à la baisse relative de consommation d'eau pour différentes espèces, le blé, le tournesol, le maïs, etc. Vous voyez que le maïs est en bleu ciel sur la courbe là. Il a une pente voisine de 1 qui est proche de celle du blé, qui doit être marquée en rouge, ou de celle du sorgho, qui est marquée donc en vert. Voilà. Donc c'était pas tout à fait le cas il y a encore 20-30 ans, et il semblerait que le maïs ait gagné un petit peu aussi en productivité par le progrès génétique, mais aussi, semble-t-il, donc en tolérance par rapport à la sécheresse. Ce type de courbe est obtenu à partir d'essais de ce type-là. Et là, on voit quand même un exemple d'un résultat d'essai comparant la réponse à l'eau du maïs et du sorgho dans le sud-ouest. En rouge, vous avez le rendement en ordonnée et en bas, vous avez en abscisse les doses d'irrigation. Vous voyez que les rendements du maïs sont de l'ordre de 130-140 quintaux. Le rendement du sorgho arrive à 100 quintaux, donc il y a un différentiel en bien irrigué de 30 à 40 quintaux. Et donc, les réponses à l'eau après sont un petit peu similaires. Donc le maïs a gagné beaucoup en productivité. On l'a vu aussi par les courbes précédentes en tolérance. Donc il y a quand même un écart important maintenant entre maïs et sorgho par rapport à ce qu'on a peut-être vu avant. Alors, que se passe-t-il au niveau des semis? Les maïs, donc au niveau des conseils, les conseils depuis quelques années, c'est de réaliser bien sûr des semis de plus en plus précoces pour, d'une part, éviter les périodes de restriction d'irrigation, généralement en fin de cycle, par exemple, dans certaines régions, il y a des arrêts d'irrigation, bien sûr. Et deuxièmement, aussi, d'une manière générale, même quand il n'y a pas de restriction de fin de cycle, pour profiter de l'offre climatique, c'est-à-dire augmenter la durée d'interception lumineuse, et d'autre part, bien sûr, avancer les cycles et diminuer les frais de séchage. Dans la pratique, on observe bien des semis de plus en plus précoces. Vous voyez qu'en 2011, 80% des agriculteurs ont semé avant le 13 avril. C'était moins le cas en 2007. Et actuellement, la date de moyenne des semis en France est passée du 20 avril au 10 avril. Donc il y a des semis de plus en plus précoces. Au niveau des précocités des variétés, par contre, souvent ces précocités ne sont pas changées. Dans la majorité des cas, on reste donc à précocité inchangée, avec des floraisons femelles du maïs qui se situent maintenant vers le 10-15 juillet. Cependant, notons quelques effets, parfois positifs, parfois négatifs, qu'on a remarqués en 2011. Le cas numéro 1, c'est par exemple en Alsace, en Aquitaine, on a eu donc des variétés plus tardives, et à ce moment-là, donc avec des semis précoces, on a semé des variétés plus tardives, et les pluies de juillet qui sont revenues au mois de juillet ont provoqué donc un très bon rendement sur ces variétés tardives. Par contre, donc en Poitou-Charentes, dans quelques cas, certains agriculteurs ont fait des variétés plus précoces,
avec des floraisons qui sont situées vers la fin du mois de juin. Le retour des pluies en juillet, c'est plutôt le 20 juillet. Et donc, dans certains cas, on a eu un rendement un petit peu décevant, dû au fait qu'on a donc couplé semi-précoce et variétés plus précoces. Bien sûr, ça, on ne peut pas le savoir avant quand on sème, donc il y a des cas, bien sûr, différents, mais c'est pour vous montrer que, on peut se situer dans des réponses un petit peu variables, malgré tout. Remarquons que dans le cas de en Poitou-Charentes, quand il y a des rendements décevants avec des semis précoces, quand on irrigue bien, ça marche bien. Donc ce n'est pas un problème physiologique du fait de l'avancée de date de floraison, mais c'est bien dû à un problème d'alimentation. Alors on travaille sur le maïs, bien sûr, ces aspects de tolérance variétale au stress hydrique, avec un essai particulièrement en Manuro, où vous savez, donc, on a un dispositif qui permet de vous affranchir donc, des pluies, où on essaie de comprendre le comportement des différentes variétés au stress, de comprendre la tolérance et de rechercher, vous voyez les petits à droite, mesures de potentiel foliaire, de fluorométrie, de porométrie. On essaie de comprendre, de voir quels sont les indicateurs, a priori, de ces tolérances à la sécheresse. Et en fait, en bas, je vous dis qu'on a donc tout un tas d'essais essayant de trouver dans tous les cas climatiques un petit peu les adaptations des itinéraires techniques donc aux évolutions climatiques. En matière de pilotage de l'irrigation aussi, bien sûr, il y a les travaux qui sont menés. Les outils de pilotage tels qu'Irelis, donc comme il est sur Internet, Irinov, sur lequel on essaie de travailler, donc tous les problèmes de transmission de données pour rendre la méthode un petit peu accessible. Le travail sur les sondes capacitives largement diffusé, et puis surtout une grande thématique de travail sur la conduite d'irrigation en ressources en eau restrictives, en utilisant d'une part des essais pour différentes espèces et aussi du travail de modélisation, notamment dans le cadre de l'EMTO, donc en partenariat avec l'INRA et le CETIOM. Alors pour les céréales à paille, l'objectif est de plutôt construire des idéotypes, donc comme disait Philippe, essayer de jouer sur le couple variété date de semis, de manière à éviter les périodes échaudantes pour maintenir un bon remplissage du grain, donc avancer la date des piaisons, sachant qu'un jour à température maximale supérieure à 25 degrés, qu'on suppose comme étant une température échaudante, baisse le PMG de 0,8 g. Deuxième idée, c'est avancer aussi le sel épiaison, mais aussi le sel épi en centimètres, afin de maximiser, d'augmenter la durée de cette phase épi en centimètres épiaison et d'augmenter l'interception lumineuse, de manière à avoir plus de biomasse floraison et d'augmenter les fertilités épis. Avec un certain nombre d'effets négatifs attendus, mais voilà un petit peu ce qu'on essaie d'avoir. Alors ce que l'on sait en termes de céréales, c'est que jouer sur la date de semis, c'est pas très efficace. Vous voyez que dans l'exemple qu'on a pris, on a pris des variétés de blé tendre semées le 20 octobre, et puis donc avec un avancement de semis jusqu'au 20 septembre. La floraison à droite est augmentée de 6 jours. Et donc pour un mois d'avancement des semis, on expose les cultures au mois d'octobre, au mois de septembre, donc au puceron, au cicadelle, au mosaïque, au salissement. Donc pas mal d'inconvénients pour une augmentation de floraison, pour une diminution, enfin pour une précocité de la floraison pas très importante. On préférera jouer sur la précocité des variétés. Bon, l'exemple montre là qu'on a le même écart sur le floraison, la durée de floraison, enfin sur l'arrivée de la date de floraison. On a 6 jours donc de précocification de la floraison, en jouant sur la précocité, sans avoir l'effet négatif, effectivement, des problèmes qu'on peut avoir donc à l'automne, donc au moment de l'implantation. Attention toutefois de ne pas trop avancer le stade épi en centimètres pour ne pas exposer donc le blé, bien sûr, au risque de gel, montaison, pour les températures inférieures à moins 4 degrés. Une autre espèce que l'on travaille aussi, c'est la pomme de terre, pour laquelle on travaille beaucoup les aspects tolérance à la sécheresse des variétés, en recherchant aussi des indicateurs de tolérance, dans le cadre du programme Option Plus, donc, qui sera conduit de 2009-2013 avec tous les partenaires que vous voyez à droite. Pour cette espèce-là, contrairement au maïs, les dates de plantation, il semblerait qu'il y ait peu de marge de manœuvre pour avancer les dates de plantation. Ce n'est pas trop possible par rapport à les problèmes de préparation de sol qui sont délicates, qui doivent concerner donc, un volume de sol important qui doit être rendu très fin. Et puis des risques sanitaires accrus dus aux levées lentes si on sème trop tôt, donc grisoctone et boulage. Par contre, donc, un gros travail sur l'identification de variétés tolérantes et des indicateurs. C'est le graphique qu'on vous montre en bas, où on compare, ça c'est le résultat d'un essai en 2001. Vous avez les premiers bâtons
Donc à gauche, c'est les variétés précoces, avec des bâtons bleus, les variétés irriguées, les conditions irriguées, en rouge, les conditions sèches. Vous voyez en particulier qu'il y a un certain nombre de variétés qui ont des comportements différents. Autre chose intéressante qu'on voit dans ce graphique, c'est que les variétés donc, qui sont en bas à gauche, qui sont des variétés précoces, cette année, s'en sont moins bien tirées en sec que les variétés tardives qui sont à droite. Toujours pareil, à cause du retour des pluies, il y a donc des récupérations avec les tardives qu'on n'avait pas eu avec les précoces. Donc, on a donc là aussi à travailler en fonction des risques climatiques que l'on aura région par région, l'adaptation un petit peu ou au moins évaluer les risques que l'on prend avec différents types variétaux de précocité.